Très bien, bonjour les chimistes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice sur les effets électroniques qu'on a pu voir ensemble, qui sont associés aux nucléophiles, aux électrophiles et par comparaison aux acides et aux bases. Donc pour rappel, ce qu'on a vu ensemble déjà dans les cours précédents, c'est la définition des nucléophiles qu'on avait identifié comme étant des composés riches en électrons et donc qui aiment les pauvres en électrons, donc c'est-à-dire les noyaux, les charges positives. Et on peut comparer les nucléophiles aux bases, d'accord, qui sont des éléments également riches en électrons, d'accord. Et les bases, on les a définis essentiellement comme étant des donneurs de doublés non liants. Donc c'est ce qui répond aux définitions à la fois de Bronsted et à la fois aux bases de Lewis, d'accord. Donc Bronsted, c'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher un H+, et pour Lewis, c'est vraiment le donneur de doublés non liants. Et en parallèle, on a émis donc les groupements riches, on a émis des groupements pauvres, qu'on appelle les électrophiles d'une manière générale. Donc c'est ceux qui aiment les riches, qui aiment les noyaux, ils aiment les électrons. Et en face, on peut associer les acides, qui sont des éléments forcément pauvres en électrons. Donc l'acide, selon Lewis en tout cas, c'est ce qu'on avait vu comme étant un accepteur de doublés non liants. Et la petite différence avec les acides de Bronsted, où Bronsted, pour lui, l'acide, c'est la molécule donneur de H+. Okay, Lewis, l'acide, c'est le H+, le proton. Pour Bronsted, c'est le donneur de H+. Donc en tout cas, on a en haut des riches, en bas des pauvres en électrons. Et comme on l'a vu ensemble, tu sais qu'ils vont communiquer l'un avec l'autre. Juste à ne pas se tromper, c'est toujours le riche qui donne aux pauvres, c'est-à-dire que faire un mouvement d'électrons de ces pauvres en électrons, électrophiles acides, vers les nucléophiles ou les bases, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Ça, j'espère que tu t'en souviens. Le mouvement d'électrons se fait systématiquement du riche, donc là où il y a des électrons, nucléophiles ou bases, peu importe, vers les pauvres, c'est-à-dire respectivement les électrophiles et puis les acides pour les réactions acido-basiques. Donc moi, je te propose ce petit exercice. Il n'a rien de compliqué, on va juste regarder un petit peu les propriétés électroniques des différents substituants présents sur la molécule de morphine qui est dessinée ici. Et on va s'intéresser essentiellement aux groupes fonctionnels qui possèdent des hétéroatomes. Donc hétéroatomes, tu te souviens, ce sont les atomes différents du carbone et de l'hydrogène. Donc on va s'intéresser aux groupements azotés ici et puis aux trois groupements oxygénés que tu as sur la gauche de la molécule. Et je te propose pour chacun des groupements présents, donc pour les quatre, de donner simplement dans un premier temps leurs propriétés électroniques, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont inductifs, mésomères, nucléophiles, électrophiles, acides ou bases. Et puis ensuite essayer, une fois que tout ça c'est identifié, donc c'est juste un listing des propriétés. Ensuite on va chercher un petit peu à les classer. Dans un premier temps, regarder si on a plusieurs groupements qui ont des propriétés acides ou basiques, eh bien on va classer ces groupements-là du moins acide au plus acide et du plus basique, enfin du moins basique au plus basique. Et éventuellement, s'il y a des groupements qui possèdent des propriétés qu'on va appeler antagonistes, c'est-à-dire deux propriétés qui vont dans des sens opposés, eh bien regardez qui est-ce qui l'emporte. Okay, donc ça c'est des choses qu'on a déjà vues, il n'y a rien de nouveau, c'est juste une application par rapport à cette molécule. Donc je te propose de faire pause normalement à ce moment-là. Tu essayes de répondre le plus rapidement, en tout cas de donner tous les éléments qui te passent par la tête pour répondre à ces questions-là. Et puis dans 2 secondes, je commence à te donner les solutions. Alors, si on regarde déjà, on va regarder. La première question, c'était de donner les caractéristiques de tous les substituants qui sont présents sur ce composé-là. Donc là, on va regarder les structures, les différentes fonctions. On en a 4, on va les regarder les unes après les autres, et puis donner leurs propriétés, en tout cas toutes les propriétés qui sont possiblement envisageables. Donc, dans un premier temps, on va regarder l'azote ici sur la droite. Donc là, on a affaire à une amine, c'est un azote hybridé sp3, lié à des groupements carbonés, peu importe, en tout cas c'est une amine. Okay, amine tertiaire parce que l'azote est lié à 3 substituants différents de H, ce sont 3 carbones, donc ce carbone-là, celui-ci et celui-ci. Donc c'est une amine tertiaire. Maintenant ses propriétés électroniques, acide, basique. L'azote il possède un doublet non liant comme tu le sais, il est donc riche en électrons, ça fait de lui un nucléophile. Il est potentiellement capable de partager ce doublet avec quelqu'un de pauvre à l'extérieur. Et comme il est donneur de doublets, ça correspond à la définition des bases selon Lewis. Il est donc cet azote nucléophile et il est également potentiellement basique. Il est capable d'aller chercher éventuellement un H+ dans le milieu. L'azote, je sais qu'il est plus électroattracteur que le carbone, il est lié qu'à du carbone. Donc l'azote va avoir un effet inductif attracteur dans les liaisons ici azote-carbone, dans les 3 liaisons azote-carbone. L'azote attire les électrons à lui, il est donc inductif attracteur. Ce qui permet de générer
sur lui une charge partielle delta+, un excès d'électrons à travers les liaisons, et puis les carbones auxquels il est directement lié vont se voir attribuer une charge partielle delta+, un défaut d'électrons. Donc j'ai autour de l'azote, en tout cas dans la fonction amine ici, 3 carbones qui sont potentiellement électrophiles, c'est-à-dire appauvris en électrons. En termes des remarques, la seule remarque qu'on peut faire, c'est que j'ai pas d'hydrogène directement lié à l'azote, ce qui veut dire que ma fonction amine ne possède pas de propriétés acides particulières. D'accord ? Et ce qu'on peut ajouter aussi, on a identifié un caractère inductif attracteur ici. On n'a pas de caractère mésomère pour cette amine dans cette molécule, dans cette configuration-là. À aucun moment, le doublet non liant de l'azote n'est capable, par mésomérie, d'aller se promener un peu partout sur la molécule, parce que je n'ai pas à proximité de liaison double ou de charge positive. Okay, donc cette amine-là a uniquement un caractère inductif, pas de caractère mésomère. Maintenant, si on regarde la fonction en bas, ici on a affaire à une fonction alcool, j'ai bien une fonction hydroxyle, un groupement hydroxyle OH, fixé à un carbone, hybridé sp3, donc ce sont les alcools. Ici c'est un alcool secondaire, puisque le carbone porteur de la fonction hydroxyle est lié à 2 substituants différents de H, ce carbone-là et ce carbone-là. On a donc un alcool secondaire. Maintenant, pour ses propriétés, c'est la même chose que l'amine globalement. L'oxygène, il a 2 doublets non liants, il est donc riche en électrons, il est nucléophile et basique, c'est exactement ce qu'on avait identifié ici. Donc ce sont les 2 propriétés qui vont ensemble, c'est les mêmes propriétés. Je sais que l'oxygène, il est plus électroattracteur que les atomes auxquels il est directement lié, que ce soit le carbone ici ou l'hydrogène ici. Donc je vais avoir l'apparition de charges, puisque l'oxygène va entraîner la polarisation des liaisons avec les atomes auxquels il est lié. Donc l'oxygène, bien sûr, delta-, il prend les électrons pour lui, il est inductif attracteur de la même manière que l'azote. Et les atomes auxquels il est lié vont être déficitaires en électrons, donc on leur associe une charge partielle delta+. Ce qui fait que, je mets les deux en même temps, le carbone ici devient un carbone électrophile, il peut potentiellement être attaqué par un nucléophile. Et l'autre élément important, c'est l'hydrogène ici qui devient électrophile. Donc on a des propriétés acides pour la fonction alcool, contrairement à l'amine qu'on avait ici, parce que j'ai un hydrogène directement lié à l'atome, à l'hétéroatome électroattracteur. Donc l'alcool va être éventuellement acide selon les conditions dans lesquelles je mets ma molécule. Et pas de remarque particulière par rapport à cet oxygène-là, si ce n'est que, comme l'azote, on n'a pas de caractère mésomère par rapport à cet oxygène. Pourquoi ? Parce que ces doublets non liants sont sur lui et ils ne peuvent pas se déplacer par mésomérie sur la molécule. La double liaison la plus proche avec qui il pourrait discuter est séparée de cet oxygène-là par 1 et 2 liaisons simples, donc la mésomérie est absolument impossible. Donc cet oxygène-là, d'alcool, est uniquement inductif attracteur. Maintenant, si on regarde les 2 autres fonctions, donc on a regardé l'amine tertiaire, l'alcool secondaire, il nous reste ces 2 fonctions-là à regarder. Ici, on a la fonction éther, l'oxygène, qui est relié à 2 carbones ici. D'accord ? C'est ce qu'on avait appelé, on avait identifié ça comme étant un éther. Ses propriétés sont les suivantes. J'ai 2 doublets non liants comme sur l'alcool que j'ai juste en dessous. Il est donc potentiellement nucléophile, basique, il peut partager en tout cas ces doublets non liants-là avec un électrophile ou avec un H+. L'oxygène, pareil que sur l'alcool, il est inductif attracteur, ça n'a pas changé. Les carbones, donc celui-ci et puis celui qui est en dessous, j'ai pas noté, ils possèdent des charges delta+, puisqu'ils sont appauvris en électrons, ils sont donc électrophiles tous les deux. Par contre, ici, on a la possibilité de faire de la mésomérie avec cet oxygène-là, contrairement à l'alcool qui était en dessous, parce que tu vois ici, l'oxygène, ces doublets non liants sont conjugués avec le cycle qui est présent ici, c'est-à-dire doublés non liants séparés par une seule liaison simple d'une première liaison double. Donc les électrons peuvent aller discuter et ils peuvent se permettre de faire tout le tour du cycle. Donc j'ai de la mésomérie et l'éther dans cette configuration-là, cet oxygène-là devient mésomère donneur. Il va enrichir le cycle en électrons. Et de la même manière qu'on avait l'azote ici, sur cet oxygène d'éther, j'ai pas la présence d'un hydrogène, donc je n'ai pas de propriété acide. Et enfin, la dernière structure, c'est l'alcool. Encore une fois, c'est un alcool, comme je l'avais ici. Il est un petit peu différent, on va voir pourquoi. Ici, j'ai un alcool qui est fixé à un carbone sp3. Dans ce cas-là, j'ai un carbone hybridé sp2. Donc, je vais avoir des propriétés différentes
C'est pour ça que j'ai mis alcool entre guillemets. C'est pas vraiment un alcool parce qu'il a des propriétés différentes. Donc la différence est essentiellement la mésomérie. Donc c'est un oxygène hydroxyle, c'est le même que celui-ci. Donc il a deux doublés non liants, il est basique, il est nucléophile. Il peut éventuellement partager ses électrons. Il est inductif attracteur, l'oxygène, ça ne change pas, c'est un oxygène. Donc par rapport au carbone et à l'hydrogène, il est bien entendu plus électronégatif. Donc il prend les électrons pour lui. Je vais générer une charge partielle delta- sur cet oxygène. Et éventuellement, comme on l'a vu pour l'oxygène qui était en dessous, le carbone devient déficitaire en électrons, il est électrophile, il peut subir l'attaque éventuelle d'un nucléophile, et le H est également pauvre en électrons, électrophile, il devient donc acide. Donc cet alcool, comme tous les alcools, a des propriétés acides. Et de la même manière que l'éther, l'oxygène qui est ici, contrairement à celui que j'avais en bas, il possède cette fois-ci des propriétés mésomères donneurs, parce que ces deux doublés non liants sont conjugués avec la première double liaison dans le cycle ici, c'est-à-dire séparés par une seule liaison simple. Donc les électrons vont pouvoir aller se balader de la même manière que l'éther sur tout le cycle qui est présent. Okay. Donc voilà les propriétés pour ces quatre fonctions ici. Notre amine tertiaire, l'alcool secondaire, l'éther et puis notre alcool ici de type phénol. Maintenant, dans la deuxième question de l'énoncé, c'était de comparer éventuellement la basicité et l'acidité des différents groupements, et puis de les classer les uns par rapport aux autres. Donc on va faire ça ensemble, là, on prend un peu de temps pour le déterminer, mais tu vas voir que c'est des choses qui vont assez rapidement à faire. Donc ce qu'on a vu, c'est que l'oxygène et l'azote, ils ont les mêmes propriétés en tant que base. Là, on va regarder dans un premier temps les propriétés basiques. Donc basicité, c'est bien la capacité d'un azote à partager son doublé non liant avec un H+ dans le milieu. C'est la basicité. Et on a vu que l'azote et l'oxygène avaient tous les deux la possibilité de partager un doublé non liant. Donc ce qui va rester à savoir maintenant, c'est lequel des quatre atomes présents ici va en priorité aller chercher ce proton dans le milieu. Donc pour raisonner, on va raisonner très simplement. La disponibilité d'un doublé non liant, c'est-à-dire son caractère basique, va être associé d'une part à l'électronégativité de l'atome, et d'autre part aux effets électroniques, c'est-à-dire effets inductifs, effets mésomères, qui vont potentiellement s'exercer sur ces atomes-là. Donc le raisonnement il est très simple. Au niveau des effets inductifs, on se souvient, plus un groupement est électroattracteur, plus il tire sur les électrons des voisins et sur ses propres électrons, c'est-à-dire son doublé non liant. Donc un élément qui est très électroattracteur, il ne va pas avoir envie de partager son doublé non liant, il devient donc moins basique. Okay, donc on va pouvoir comparer l'oxygène et l'azote par exemple dans un premier temps. Et en termes de mésomérie, si j'ai un atome qui possède des doublés non liants, il est basique. Si jamais son doublet non liant, il est déjà occupé à faire de la mésomérie sur des atomes voisins, ils sont donc ces électrons moins disponibles pour aller réagir à l'extérieur, donc l'atome qui est engagé dans la mésomérie devient forcément moins basique, puisqu'il peut moins facilement aller à l'extérieur chercher H+. On voit le raisonnement extrêmement simple qu'il faut avoir et qui te permet de classer les différents groupements par rapport à leurs effets basiques ou acides, comme on le verra par la suite. Donc si on doit classer ces différents groupements, là on en a 4, sur une échelle de pK, donc du plus faible, donc pK le plus bas, c'est-à-dire le plus acide, au moins acide, enfin le moins basique, pardon, au plus basique, quand je monte ici, plus je suis basique, plus le pK va être élevé. Et bien on va comparer dans un premier temps l'azote avec les oxygènes. Là j'ai 3 oxygènes, on va considérer dans un premier temps qu'ils sont identiques. Et puis j'ai un azote. Là c'est l'électronégativité qui va me donner la réponse tout de suite. L'azote est moins électroattracteur que l'oxygène, donc son doublé non liant, il va le partager plus facilement que les 3 atomes d'oxygène qui sont présentés là. Donc je sais que le plus basique des 4, ici ce sera forcément l'azote de ma fonction amine. Après il me reste 3 oxygènes à comparer, ils sont tous les 3 différents, donc je peux potentiellement les mettre sur une échelle. En sachant que en général les alcools et les éthers ils ont des pK globalement identiques, ça va dépendre des substituants qui se présentent autour. Mais la différence qu'on va pouvoir faire entre ces 3 groupements, en tout cas, ces deux-là globalement ils vont se comporter de la même manière, celui-là je vais pouvoir le mettre à part. Pourquoi? Parce que la différence entre cet oxygène-là et ces deux-là, globalement ils ont tous les mêmes propriétés, la seule différence qu'on a vue sur les diapos d'avant, c'est que ces deux oxygènes-là, ils étaient engagés dans de la mésomérie. Donc ça revient à utiliser cette définition ici. Cet oxygène-là, celui-ci, leurs doublés non liants sont déjà engagés dans la mésomérie. Donc les deux électrons ici sont déjà occupés à faire autre chose. Ils ne deviennent donc plus disponibles pour aller à l'extérieur.
Alors que pour cet oxygène-là, on a vu que lui, il n'était pas engagé dans de la mésomérie. Ces deux doublets sont totalement disponibles pour aller chercher un H+. Donc s'ils sont plus disponibles, ça veut dire que cet oxygène-là, il est plus basique que les deux qui sont là. Donc c'est lui que j'indique ici, l'oxygène de l'alcool, qui va venir juste en dessous de l'amine. Et ensuite, les deux oxygènes-là ont des propriétés à peu près équivalentes, c'est ce que je t'ai mis ici, éther et alcool ont des pK similaires. Et comme les doublets non liants sont déjà engagés dans la mésomérie, je sais que le pK sera forcément inférieur. Et là, je te mets les valeurs expérimentales pour te montrer que notre classement il est juste. L'amine, pKa 12, donc c'est une base faible. En tout cas, c'est largement plus basique à la fois que l'alcool et encore plus basique que la fonction alcool et la fonction éther qui sont engagées dans la mésomérie avec des pKa de -7. Ce qui veut dire que si je mets mon composé en milieu acide en présence de H+, je sais que le premier atome qui va aller capter ce H+, ce sera l'atome d'azote, puisque j'ai identifié que c'était le composé le plus nucléophile, le plus basique par rapport aux propriétés électroniques qu'on a vues ensemble juste avant. Okay. Donc réaction acide-base pour faire l'ammonium correspondant. Maintenant, si je regarde le caractère acide, on a vu, l'azote, il n'avait pas de propriété acide, notre fonction amine ici, donc on ne s'en intéresse pas. De la même manière pour l'oxygène de l'éther. Donc il me reste ces deux fonctions ici qui possèdent un H directement fixé à l'hétéroatome. C'est donc eux deux qui vont potentiellement se comporter en tant qu'acide. Donc maintenant, c'est à savoir lequel va se déprotoner en premier si jamais je mets une base dans le milieu. Donc on va raisonner exactement pareil comme tout à l'heure. Donc là, on regarde le caractère acide, c'est-à-dire la capacité à libérer le H qui est présent ici dans le milieu sous forme de H+. Donc le raisonnement toujours aussi simple que précédemment sur les réactions basiques. Au niveau inductif, plus j'ai un hétéroatome qui est électroattracteur, plus il va fragiliser la liaison avec l'hydrogène, plus elle va être polarisée, plus le H va partir facilement. Donc là, dans notre cas, ça ne va pas nous servir beaucoup. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, l'hétéroatome, c'est de l'oxygène. Et au niveau de la mésomérie, c'est le même principe que pour la basicité. Si mon atome, mon hétéroatome est déjà engagé dans la mésomérie, donc il partage ses doublets non liants, ça veut dire que ces doublets non liants sont déjà partis sur le reste de la molécule, il devient chargé positivement. Et s'il est chargé plus, ça veut dire qu'il va tirer encore plus fort sur les électrons de la liaison OH de manière à compenser ce défaut. Pourquoi? Parce qu'il a perdu des électrons dans la mésomérie. Comme il veut les récupérer, il va pomper les électrons de la liaison OH. Donc le caractère acide va augmenter. Donc on va comparer les deux. L'alcool du bas, on a dit qu'il n'était pas engagé dans de la mésomérie, donc j'ai un hydrogène qui est acide avec un caractère delta+. Donc ça fragilise, l'effet inductif attracteur de l'oxygène fragilise la liaison OH, qui devient polarisée avec une certaine acidité. Maintenant, on l'a vu ensemble, les notions caractère, acide ou basique, c'est relatif, il faut toujours comparer deux fonctions entre elles. Donc je vais comparer avec celui du haut. Même principe, l'oxygène il est inductif attracteur, il va appauvrir la liaison OH en tirant les électrons, de manière à fragiliser cette liaison. Sauf que, pour la fonction phénol, on a vu que les doublets non liants de l'oxygène étaient occupés par mésomérie, donc les électrons vont se balader dans le cycle. Ce qui fait que les formes mésomères, elles vont te donner un oxygène chargé positivement. Or, un oxygène chargé positivement, il va compenser son défaut d'électrons en tirant encore plus fortement sur la liaison qu'il fait avec l'hydrogène. Donc la charge partielle delta+ que j'avais initialement se voit largement augmentée. Donc la liaison va être encore plus fragile. Je vais augmenter la polarité de la liaison, donc sa fragilité va également augmenter. Donc c'est ça, l'oxygène, lui. Je lui ai pris des électrons d'un côté, en tout cas il a partagé ses doublets vers le cycle, il en a perdu, donc il devient plus. Et pour compenser ce défaut d'électrons, il va tirer très fortement sur le voisin. Et ça va très largement fragiliser cette liaison-là. Donc ça, c'est la mésomérie qui fait ça, ce qui fait que pour un composé de ce type-là, le pKa va largement diminuer, parce qu'il va libérer beaucoup plus facilement H+ dans le milieu. Donc si je les classe, donc là il n'y en a que de la classer sur une échelle de pK. Donc en bas, donc pK faible, ce sont les acides, et plus j'augmente, plus le pKa augmente, plus l'acide devient faible. Donc là, je sais que ce H, c'est une liaison beaucoup plus fragile, donc forcément son pKa sera inférieur à celui de cet oxygène-là, de cet hydroxyle-là. Donc là, j'ai mis les valeurs, même sans connaître les valeurs,
on sait classer les deux, et je sais que le phénol sera plus acide que l'alcool classique, et voilà, il y a un delta de 6 unités de pK, hein. Donc ça c'est vraiment très largement plus acide que la fonction alcool standard. Ok, donc voilà le raisonnement en termes d'acidité sur des raisonnements extrêmement simples, hein, c'est ceux que tu as là et que tu dois toujours avoir à l'esprit. Et enfin, la dernière question, donc, juste par rapport, ah oui, donc ça veut dire quoi si je mets ma molécule cette fois-ci en milieu basique? Je sais que la base elle va arracher toujours l'hydrogène le plus acide, donc je sais qu'elle va aller pomper directement le H de la fonction phénol pour faire la base conjuguée ici, hein, donc le phénate, c'est un alcoolate, et cette base conjuguée elle va se faire d'autant plus facilement que les électrons qui sont ici vont être par mésomérie délocalisés sur tout le cycle. Donc j'ai affaire à une base conjuguée stabilisée par mésomérie, ça veut dire elle se fait facilement, donc je suis forcément en présence d'un acide plus fort. On l'a déjà vu ensemble, une base stabilisée elle est en relation avec un acide fort. Et enfin, le dernier élément, enfin, la dernière question de l'énoncé, hein, c'était si éventuellement j'ai des fonctions avec des propriétés électroniques qui sont antagonistes, qui vont à l'opposé l'une de l'autre, bah, laquelle l'emporte, c'est des choses qu'on a déjà vues, donc ça va aller assez vite, hein. Et c'est le cas notamment pour l'éther et pour l'oxygène, ces deux qui sont là. On a dit qu'ils étaient tous les deux inductifs attracteurs, les oxygènes. Donc je prends le cas de la fonction phénol, hein. C'est pareil pour lui, hein, si l'oxygène il est dans la même position que lui. Donc je prends lui plus particulièrement. L'oxygène il est inductif attracteur, donc il va appauvrir le cycle en électrons. Okay, jusque-là, il n'y a pas de problème. Charge partielle delta plus, donc c'est bien un appauvrissement du cycle. Ça, c'est le caractère inductif attracteur qui me dit ça. Et en parallèle, on l'a déjà vu, hein, c'est pas nouveau. L'oxygène, je sais qu'il est donneur mésomère, on a vu, hein, on a dit que lui, il était donneur mésomère, il partageait ses doublés avec le cycle de la même manière que lui. Donc par mésomérie, il va enrichir le cycle. Et cette fois-ci, là, on avait des charges partielles, delta plus, delta moins. Là, on a carrément généré des charges formelles. Une charge plus, c'est-à-dire un défaut d'électron sur l'oxygène. Et j'ai introduit une charge négative, c'est-à-dire j'ai vraiment un électron supplémentaire dans le cycle. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant en électrons. J'appauvris très légèrement par effet inductif. Par contre, à l'opposé, j'enrichis très fortement par effet mésomère. Donc là, j'ai bien deux effets électroniques qui sont contradictoires. Un qui appauvrit, l'autre qui enrichit. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'effet mésomère l'emporte systématiquement sur l'effet inductif. Ça marche pratiquement tout le temps, donc retiens ça essentiellement. Pourquoi? Parce qu'une charge négative ici, avec une charge formelle moins, c'est quelque chose qui a un poids largement supérieur à une charge partielle, delta plus ou delta moins. D'accord? Donc l'effet mésomère l'emporte toujours, c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui va, enfin les deux oxygènes là vont majoritairement enrichir le cycle par rapport au fait qu'ils peuvent l'appauvrir un tout petit peu par effet inductif. Voilà, je te remercie pour cette vidéo. Elle était un petit peu longue, mais ça permet de faire beaucoup de rappels sur les effets électroniques qu'on a vus ensemble. Il n'y a absolument rien de compliqué, les raisonnements sont vraiment très simples et à ta portée, je pense. Donc je te remercie et je te dis à bientôt.